Donc bonjour, merci d'être si nombreux pour écouter cette présentation qui peut effectivement vous paraître mystérieuse. En fait, la question de cette dualité entre les savants et les magiciens a continuellement animé les réflexions des scientifiques. Je lisais récemment un livre de Giordano Bruno, justement, qui parlait des différentes façons de voir l'approche magique du monde. Je vais tout de suite préciser ce que j'entends par là. Pour moi, le savant est quelqu'un qui peut s'appuyer sur un certain nombre de connaissances et à partir de ces connaissances, eh bien, éventuellement avancer dans la compréhension de notre environnement. Et le magicien est quelqu'un, dans la perspective de cet exposé, qui accepte que tout soit possible. C'est donc quelqu'un, donc je ne parle pas du magicien en termes de pensée magique et de croire à des esprits qui vont répondre à nos questions, on est toujours dans un domaine scientifique, mais même le chercheur, lorsqu'il est confronté à une interrogation majeure, doit être à même de douter de tout. C'est-à-dire d'accepter la possibilité d'un tout possible, même si tout n'est pas possible. Et aujourd'hui, on est particulièrement confronté à cette tension entre la connaissance et l'ignorance, puisqu'on a le sentiment, et Yannick Mélian en parlait ce matin, qu'on arrive à un degré de précision unique dans notre aptitude à mesurer le degré de notre ignorance. Et donc, c'est assez nouveau pour nous, qui n'avions pas l'habitude de cette situation. Et donc, la deuxième raison pour laquelle j'emploie le terme magicien, c'est que pour répondre aux énigmes auxquelles on est confronté, et je vais vous en citer trois particulièrement, trois énigmes qui vont nous amener à douter des lois de la physique ou de la possibilité, pour sauver ces lois de la physique, qu'il existe ce que j'appelle un double fond dans l'univers, en d'autres termes, qu'on puisse puiser dans le fond du chapeau du magicien des ressources pour colmater les brèches auxquelles on est confronté. Comme on va le voir, on est confronté à des failles de la gravité à trois niveaux qui nous ont amenés à faire intervenir trois composantes. Et quand un scientifique ne comprend pas quelque chose, il a été formé pour ne pas dire « je ne comprends pas ». Et ce qu'il dit, c'est de la matière noire, ou bien c'est de l'énergie noire, ou bien c'est des trous noirs. En gros, il veut dire « je ne comprends strictement rien ». Et donc, dans l'exposé qui va suivre, nous allons plonger dans le « je comprends rien ». Et ces trois notes noires vont être un peu la musique qui va nous accompagner dans cette exploration du monde de l'ignorance. Newton, d'ailleurs, qui a reçu un certain nombre de pommes sur la tête, cherche aujourd'hui sur Google s'il y a une forme d'antigravité dans l'univers, qui va être une question qu'on va se poser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai raconté maintenant une petite anecdote. Je marchais dans un bois pour aller au bureau, quand à un moment donné, j'ai levé la tête et j'ai vu une feuille tomber du ciel, donc d'un arbre, et s'arrêter en plein vol. La feuille s'est arrêtée en plein vol, il n'y avait rien qui semblait l'arrêter, et là, pendant une fraction de seconde, je me suis retrouvé confronté à un monde complètement magique, où finalement, peut-être que ce que j'avais appris à l'école n'était pas la réalité, peut-être que la gravité n'était pas ce qu'on croyait, et pendant une fraction de seconde, tout était possible. Je pouvais devenir un grand pianiste, je pouvais faire tout ce que je voulais, puisque finalement, tout ce que je croyais avant n'était pas vrai. Et puis, en changeant de perspective, je me suis aperçu d'une chose, c'est que la lumière du soleil, lorsque j'avais changé de perspective, me permettait de voir qu'il y avait une toile d'araignée qui avait maintenu la feuille en suspension, mais la feuille n'avait pas du tout vibré, donc je n'avais pas imaginé cette possibilité-là. Et donc aujourd'hui, les trois énigmes auxquelles on est confronté sont analogues à une feuille que l'on voit tomber et qui s'arrête en plein vol. Cette feuille, ça va être de la matière normale qui devrait tomber dans les galaxies qui n'y tombent pas. Ça va être des galaxies qui tournent tellement vite qu'elles devraient s'écarter et qu'elles ne s'écartent pas. Ça va être un univers qui est en train d'accélérer son expansion pour une raison qu'on ne comprend pas. En d'autres termes, que ce soit trop de gravité ou une forme d'antigravité, c'est l'équivalent d'une feuille qui s'arrête en plein vol, que l'on voit avec nos télescopes et qu'on ne comprend pas. Et donc on est confronté à trois possibilités. Soit notre perspective n'est pas la bonne et il faut changer de perspective. Soit il y a quelque chose de noir qu'on ne voit pas, c'est cette matière noire, cette énergie noire, et puis les trous noirs qui vont jouer un rôle, soit c'est carrément les lois de la physique qui sont fausses. Et donc c'est ces trois possibilités que nous allons explorer. Alors, quand on regarde le ciel la nuit, on voit un certain nombre d'étoiles, et ces étoiles nous apparaissent, là je ne sais pas si vous pouvez bien les voir, comme des points blancs, et
si on change notre perspective sur l'univers et qu'on se souvient que les étoiles ont des couleurs, que les rouges sont plus froides, que les bleues sont plus chaudes, eh bien, on commence à voir les couleurs des étoiles. Je ne sais pas si vous pouvez les voir sur l'écran, mais les étoiles prennent des couleurs simplement parce qu'on a changé de regard, parce qu'avant, on ne pensait pas que les étoiles pouvaient avoir des couleurs. Puis on découvre une bande laiteuse, la Voie lactée, et on sait aujourd'hui que la Voie lactée contient un grand nombre d'étoiles, mais on a longtemps cherché à savoir si elle était le seul univers qui existait et si on était au centre de la Voie lactée, comme on a été la Terre au centre du monde, puis le Soleil au centre du monde. Et lorsqu'on a regardé l'univers autour de nous, William Herschel, par exemple, a eu l'impression qu'on était au centre du monde à cause de ces régions sombres ici, qui nous donnent l'impression d'une absence de matière, et qui en réalité est la première forme de matière noire. C'est de la matière interstellaire si dense qu'elle absorbe la lumière des étoiles, et c'est finalement à l'intérieur de la matière interstellaire si dense que sont situées les étoiles les plus massives et les plus lumineuses de l'univers. Une étoile 10 fois plus massive que le Soleil fait 4000 fois plus de lumière, donc il faut 4000 soleils pour faire autant de lumière qu'une de 10 masses solaires. Et les étoiles de 10 masses solaires, vous ne les verrez jamais, parce qu'elles sont dans des régions comme ça, qu'on ne peut voir que dans l'invisible, dans l'infrarouge par exemple, dans le domaine radio. Et là, en gros, ce qu'on est en train de voir, c'est que la matière noire cache la plus grande source de lumière. Il y a donc un paradoxe, et à cause de cette matière qui absorbe la lumière des étoiles, plus les étoiles sont loin, plus elles sont atténuées. Ça nous a donné l'impression qu'on était au centre du monde, parce que les régions les plus éloignées de la galaxie étaient trop affectées par l'extinction par la poussière. On sait aujourd'hui qu'il existe d'autres galaxies, grâce aux observations d'Edwin Hubble, grâce à différentes techniques. Je vais vous rappeler en 2 mots comment on a pu mesurer les distances dans l'univers pour se situer dans cet univers. La galaxie, on sait aujourd'hui qu'elle a à peu près 12 milliards d'années, qu'elle a à peu près 230 milliards d'étoiles. Une étoile caractéristique de la Voie lactée a à peu près 1/3 de la masse du Soleil. Les étoiles ont entre 0,1, c'est-à-dire 1/10 et 100 fois la masse du Soleil. Voilà ce qui caractérise notre galaxie, cette belle galaxie spirale. Maintenant, pour se situer dans l'univers, on a aligné un certain nombre de techniques qu'on appelle des chandelles standards. Si vous êtes capable de savoir qu'un objet émet une quantité de lumière donnée, plus l'objet est faible, plus vous saurez que lorsqu'il est plus l'objet vous apparaît comme étant faible, plus vous saurez qu'il est loin, puisque cet objet émet toujours intrinsèquement la même quantité de lumière. Donc si vous avez des chandelles standards à côté de vos galaxies, vous pouvez savoir où sont situées vos galaxies dans l'univers. Les 3 techniques classiques sont la parallaxe, les céphéides et le redshift. Voici une objection qui a été faite à Copernic quand il a dit que la Terre tournait autour du Soleil. On lui a dit si la Terre tournait autour du Soleil, eh bien on verrait une étoile avec 2 angles différents selon qu'on est au solstice d'été ou au solstice d'hiver, et donc l'étoile devrait faire une petite boucle. Et donc le fait qu'on ne voit pas les étoiles danser la nuit prouve que la Terre ne peut pas tourner autour du Soleil. Et donc la véritable révolution copernicienne, ça a été non seulement de dire que la Terre tourne autour du Soleil et résoudre un certain nombre de problèmes, mais aussi de transformer l'univers. En changeant notre perspective sur le monde, en changeant de regard, l'univers a obligatoirement pris une dimension plus grande. On peut dire que c'est un premier Big Bang mental, puisque les étoiles devaient être beaucoup trop loin pour qu'on ne voit pas la danse qu'elles font. Alors vous pourrez vous amuser à faire un exercice si vous mettez votre doigt très près et vous regardez par exemple ce soleil, vous clignez un œil, remarquez, faites-le, clignez un œil, mettez votre doigt en direction par exemple de ce soleil, puis clignez l'autre, et vous allez voir que votre doigt va bouger comme ça, d'accord ? Et puis maintenant vous allez mettre votre doigt à bout de bras, et vous refaites le même exercice, vous allez voir que le doigt va moins bouger. Et donc, grâce à cette technique-là, on peut voir en 3 dimensions. Si maintenant on utilise cette dimension, 2 yeux qui sont l'un quand la Terre est là et l'autre quand la Terre est là, donc c'est vraiment une très grosse tête, on peut mesurer les distances des étoiles. Alors il faut savoir que pour voir cette petite danse, ce petit cercle ici, il faut être capable de voir l'équivalent d'1/5 de l'épaisseur d'une feuille de papier d'aluminium portée à bout de bras. C'est quelque chose qui n'est pas très épais, et pour aller voir ça à l'œil nu, c'est impossible. Donc par exemple, le satellite Hipparcos a mesuré des centaines de milliers de distances d'étoiles grâce à cette technique. Ensuite, on s'est aperçu que certaines étoiles étaient comme des phares, qu'elles avaient tout le temps la même quantité de lumière, que des étoiles qui pulsaient, comme on le voit cette image, pulsaient d'autant plus lentement qu'elles étaient puissantes, que leur lumière était puissante. Et c'est Henrietta Leavitt qui a constaté ça, ça a été ensuite calibré par Arlo Shapley, et en gros ce qu'on voit ici, c'est que si une étoile pulse tous les 30 jours, eh bien elle émet une quantité de lumière qui est 1000 fois plus intense, 100 fois plus intense qu'une étoile qui pulse tous les 3 jours. Et donc on peut comme ça mesurer de nouveau des distances encore plus loin que les premières distances qu'on a vues avec les parallaxes, et passer comme ça à des distances qui se mesurent en années-lumière. Et maintenant,
Hubble a analysé les spectres de galaxies dans lesquels il a constaté la présence de bandes sombres, comme les raies du calcium, qui se décalaient vers le rouge. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Il faut savoir que ça avait été constaté par d'autres, dont Vesto Slipher, dans un article dans lequel il disait « C'est étrange, toutes les nébuleuses semblent s'éloigner de nous. Je donnerai une interprétation de ça dans un article suivant. » Puis il n'a jamais rien dit, et c'est Hubble qui s'est souvenu de cet article de Vesto Slipher qui lui a donné l'interprétation, c'est que l'univers est en expansion. Donc avec ces techniques, on est arrivé à se situer en 3 dimensions. Maintenant, voici une image du ciel, voici la constellation Eridanus, voici un petit point qui est l'équivalent de la pointe d'un stylo porté à bout de bras, dans lequel on voit quasiment rien, et si on le compare à la taille de la Lune, vous voyez que c'est un tout petit point. Que voit-on aujourd'hui dans une zone pareille? On voit 10 000 galaxies. Avec le télescope spatial Hubble. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que dans un univers qui a 13,8 milliards d'années, dont le diamètre est de 90 milliards d'années-lumière, ça c'est troublant, mais c'est parce que pendant que la lumière nous arrive, l'univers s'étend, nous avons à peu près 10 000 milliards d'étoiles et à peu près 200 milliards de galaxies dans l'univers si on étend cette petite zone à tout le ciel autour de nous. Donc on peut estimer que dans l'univers observable, là où on peut observer, eh bien, il y a cette quantité de galaxies. Si on regarde ces galaxies, on voit qu'elles sont classiquement de 3 grands types, des galaxies spirales, des galaxies elliptiques et des galaxies irrégulières. Et la distribution en masse des étoiles dans ces grands types de galaxies, eh bien, c'est que la plupart des étoiles sont dans ces galaxies elliptiques, 70%, mais que la plupart des galaxies, en nombre, sont dans des galaxies spirales comme la nôtre. Alors, maintenant qu'on a répertorié un peu le type d'objet qui est dans notre univers, on va avancer dans cet univers. Voici la Voie lactée. Voici notre situation. Vous êtes ici, à peu près à 26 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, qui fait à peu près 100 000 années-lumière. La lumière met 8 minutes pour arriver du Soleil, 45 minutes pour aller à Jupiter, et elle met 5h30 pour aller à Pluton. Donc le jour où Pluton, on a déclaré que Pluton n'était pas une planète, les plutoniens l'ont su 5h30 plus tard. Maintenant, on va se déplacer dans l'univers. Vous avez ici les nuages de Magellan à 160 et 200 000 années-lumière de nous. Et puis, vous voyez qu'il y a des grandes régions vides et des régions plus denses, comme ici, cet amas de galaxies de la Vierge. Et on va se déplacer dans l'univers pour voir notre environnement proche, comme la galaxie Messier 31 et Messier 33. Celle-ci, c'est Andromède. J'espère que vous êtes bien assis, vous n'êtes pas mal au cœur, parce qu'on va traverser celle-ci à assez grande vitesse. On va beaucoup plus vite que la lumière. Nous sommes ici à des millions d'années-lumière de distance de notre position dans l'univers. Attention, là, on vient de traverser une grande région de formation d'étoiles, une très grande nébuleuse de galaxie Messier 33, plus grande que celle qu'on a même dans notre galaxie. Des grands vides. Et puis maintenant, on va se placer dans un filament et on va voyager dedans. Nous allons passer d'abord à côté de la galaxie Messier 82, qu'on aime beaucoup, car c'est une galaxie à flambée de formation d'étoiles. Toutes ces galaxies sont dans leur position réelle dans l'univers, et les images sont des images réelles de ces galaxies. La galaxie des chiens de chasse, par exemple ici, Messier 51A et B. J'attends qu'on se place, s'il vous plaît, déplacez-vous. Merci. Alors vous voyez qu'ici on a de très belles galaxies spirales et puis progressivement on va voyager le long de cette autoroute intergalactique pour rejoindre cet amas de galaxies qui est une très grande concentration de galaxies et vous allez voir que les galaxies vont passer d'un état de très belles galaxies spirales à des galaxies de plus en plus moches, elliptiques, qui n'ont pas vraiment de belles structures, jusqu'à la plus moche de toutes au centre qui est très centrale, très symétrique. Et regardez cette région-là, on voit bien qu'il y a une surdensité de galaxies là. Il y a beaucoup plus d'objets ensemble, ce qui prouve que ces galaxies sont reliées entre elles par la gravité. Et puis cet amas de galaxies, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors en 1933, Fritz Zwicky, qui appelait ses collègues Spherical Bastards, qui veut dire abrutis sphériques pour être poli. Alors pourquoi sphérique? Parce qu'il disait que ses collègues qui les étudient ou qui discutent avec eux, qui les considèrent sous un angle ou sous un autre, ils étaient tout autant abrutis. Et donc ils étaient sphériques. Et Fritz Zwicky, qui est allé travailler aux États-Unis avec un prix Nobel de physique, à qui il a déclaré Bob Millikan, écoute, toi j'ai vu tout ce que tu as fait, j'ai lu tout ce que tu as écrit, finalement il n'y a rien. Et l'autre lui a dit, c'est bien mon grand, et toi qu'est-ce que tu peux faire? Et il lui a dit, bah, donnez-moi une question, et moi en moins d'un an, je vous trouve une idée géniale. Donc c'est pour ça qu'on a un peu oublié des livres d'histoire, le pauvre, parce qu'il était un peu prétentieux, mais le type est effectivement génial. Et en particulier, Bob Millikan lui a demandé de trouver l'origine des rayons cosmiques, et Zwicky utilisait une technique qu'il appelle la technique de la matrice morphologique. Il prend une question, d'où viennent des particules à haute énergie dans l'univers, il prend des concepts qui vont avec, étoiles, explosion, univers, distance, etc., et puis il les met dans une boîte, et puis il mélange les cases. Ça fait des périphrases complètement farfelues, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui lui fasse un tic et qui lui dise « Tiens,
explosion d'étoiles, accélère particules, voilà. Ça vient des supernovae. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à chercher des supernovae dans l'univers. Et comme il savait que lui-même était un abruti sphérique, il fallait qu'il utilise une technique pour s'en sortir. Alors, quand il a étudié l'amas de galaxies de Coma, de la chevelure de Bérénice, il a constaté que les galaxies étaient concentrées plus fortement au centre qu'à l'extérieur, donc elles étaient liées par la gravité. Mais en calculant la masse de toutes les galaxies, il s'est aperçu qu'elle était beaucoup trop faible pour maintenir ces galaxies ensemble, qui se déplaçaient les unes par rapport aux autres à des vitesses de l'ordre de 1000 km par seconde. Alors là, on avait un problème, et il a dit il doit y avoir de la dunkle materie, de la matière noire, qui produit un excès de gravité. Mais personne n'a vraiment écouté Zwicky. C'est en 1970 que Vera Rubin a étudié la rotation des étoiles dans la galaxie d'Andromède et dans d'autres galaxies, et elle a constaté que les étoiles tournaient beaucoup trop vite et qu'elles devraient sortir des galaxies, ce qu'elles ne font pas. Si les galaxies n'avaient que la matière qu'on voit, eh bien, elles devraient, les étoiles, tourner à cette vitesse-là. Par exemple, à la position du Soleil, ça ferait 180 km par seconde, mais la vitesse réelle du Soleil dans notre galaxie est de 220 km par seconde. Il aurait donc dû quitter la galaxie depuis longtemps. Alors, elle s'est souvenue que Zwicky avait parlé de matière noire, elle le dit, et c'est là qu'elle a pensé à la matière noire pour expliquer ça, et à partir de là, tout le monde a admis l'idée de matière noire. Mais Zwicky avait prédit autre chose, il avait dit, si vous regardez les amas de galaxies, ils vont tellement distordre l'espace-temps du fait de la loi d'Einstein qu'on devrait voir des distorsions gravitationnelles. Et c'est en 1987 que Yannick Méliès et son équipe, qui a donné une présentation ce matin, a vu cette chose sur une image du télescope du Canada France Hawaii Telescope, et on voit ici quelque chose qui peut ressembler à une banane cosmique, mais qui en même temps pourrait être interprété comme plusieurs points alignés les uns avec les autres. Ils ont d'abord écrit un article en disant « Nous avons vu plusieurs points alignés avec les autres », mais il s'est dit « C'est peut-être ce qu'on appelle un arc d'Einstein, une lentille gravitationnelle provoquée par la distorsion de l'espace-temps, de l'espace, provoquée par une masse très importante, comme l'avait prédit Zwicky. » Et lui aussi, j'en discutais avec lui, il me disait « C'est parce que j'ai lu Zwicky que je me suis souvenu de cette possibilité-là. » Et aujourd'hui, les images le montrent de façon très claire. C'est bien une banane cosmique. Alors, les gens se demandent si elle est épluchée ou pas, mais au-delà de cette question fondamentale, on arrive à déduire de la courbure de la banane la quantité de matière qui est ici, qui courbe l'espace-temps, et quand on compte la masse qui est contenue dans toutes ces galaxies, ça ne suffit pas. Et c'est une preuve supplémentaire qu'il existe de la matière noire ou que la gravité est bien plus intense à ces distances-là que ce qu'on pourrait croire. Et maintenant, quand on regarde des régions plus étendues, on en voit partout, avec les images du télescope spatial Hubble, et c'est comme ça que le satellite Euclide va essayer de cartographier la masse dans l'univers dans les années 2020. Alors maintenant, une dernière technique, c'est celle de l'explosion d'étoiles. Les supernovae produisent tout le temps la même quantité de lumière, et on s'est aperçu qu'elles étaient, pour les plus lointaines, 30% plus faibles que ce qu'on s'attendrait à voir si elles respectaient la loi de Hubble, l'expansion normale de l'univers. 30%, c'est rien. On pourrait se dire, bon, 30%, ça vient d'un problème lié à nos observations. Les explosions d'étoiles dans les galaxies lointaines sont peut-être affectées par une quantité de poussière importante qui absorbe la lumière des étoiles et qui fait qu'elles sont plus faibles. Ça serait légitime de penser ça. Au lieu de ça, les chercheurs qui ont vu ça se sont dit, non, c'est une preuve de quelque chose de plus fondamental. Et ce n'est qu'après qu'on a véritablement vérifié ça. Mais à cette époque-là, on était confronté à seulement un écart de 30%. Et quand il a vu ça, Adam Riess, qui est aujourd'hui prix Nobel de physique, a envoyé son article à ses collègues en leur disant la phrase suivante. Quand vous lirez ce qui va suivre, ne croyez pas ce que votre cœur et votre raison voient, mais ce que vos yeux voient. Il est extrêmement difficile pour un écart de 30% de déduire qu'il existe dans l'univers une forme d'énergie qui le pousse à s'étendre de plus en plus vite, celle qu'on appelle l'énergie noire, et qui représenterait 70% du contenu énergétique de l'univers. Parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'elle fait, et que ça vient simplement d'un tout petit écart que vous ne voyez même pas ici, qui est l'écart entre les points noirs et puis la ligne qui est à côté. Et ces tout petits écarts, avec des incertitudes qui sont très grandes, pourraient vous paraître insuffisant pour arriver à déduire cette conclusion. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup plus de données, on a beaucoup avancé. Néanmoins, au moment où on a fait cette découverte, c'est ce qu'on a trouvé. Et aujourd'hui, on a donc une situation où il y a une analogie entre ces proportions d'étoiles dans les galaxies mortes et galaxies elliptiques, celles qui sont moches et ovoïdes et qui ne forment plus d'étoiles, et puis ces composantes. Alors pourquoi je fais cette analogie? Pour la raison suivante. Dans l'univers, la matière noire est un élément qui offre un excès de gravité et qui permet à la matière de s'effondrer de plus en plus efficacement, et donc elle participe à la formation des galaxies. L'énergie noire est quelque chose qui provoque une accélération de l'expansion de l'univers et donc qui tue les structures qui pourraient naître dans l'univers.
C'est pour ça qu'elle est analogue aux galaxies mortes et aux galaxies vivantes. Mais ce qu'on appelle mort et vivant, c'est en termes de formation d'étoiles. Et puis, la matière normale ne représente que 5% du contenu énergétique de l'univers. Et sur ces 5%, comme on va le voir, un autre mystère arrive, c'est le fait que 90% de la matière normale est elle-même noire. C'est ce qu'on appelle les baryons noirs. Alors baryon, c'est le terme qu'on emploie pour parler de la matière normale. Il se trouve que baryon veut dire lourd en grec, mais c'est la matière la plus légère. Et en fait, les étoiles ne représentent que cette fois que 0,5% du contenu énergétique. Donc on est maintenant dans une situation où ce qui est noir, c'est 99,5% de l'univers. Donc là, il ne nous reste plus que 0,5% pour justifier nos salaires. Alors, la conséquence, je vous montre cette figure un peu rapidement, c'est que depuis le Big Bang, l'univers n'a fait que décélérer. C'est-à-dire que la gravité s'est opposée à l'expansion de l'univers et la vitesse d'expansion de l'univers a diminué, 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 jusqu'à il y a 6,5 milliards d'années. Là, la vitesse s'est mise à réaugmenter. Nous sommes ici et demain, elle va augmenter de plus en plus vite. On est donc à la veille d'une accélération très rapide de l'expansion de l'univers et donc d'une sorte de nouveau Big Bang si l'énergie noire continue d'agir comme elle agit aujourd'hui. Mais l'énergie noire, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie qui est contenue dans l'espace. On ne sait pas si elle est associée à des particules de matière, à de l'espace vide, à une structure, à la structure même de l'espace-temps. Donc aujourd'hui, si on considère l'énergie noire comme étant une énergie du vide, ce que les physiciens des particules considèrent comme une possibilité, je vais vous en parler après, eh bien, on peut calculer combien il y avait de proportions de matière et d'énergie dans le passé et combien il y en aura dans le futur. Quand on dit qu'il y a 70% d'énergie noire, c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'univers a gonflé et l'espace a grandi en diluant la matière, mais en augmentant la quantité de vide. Plus vous avez de vide, plus vous avez de vide. Alors, dans le passé, il y a 10 milliards d'années, la matière noire faisait 78% du contenu énergétique de l'univers et l'énergie noire 10%. D'accord? C'était juste ça. On était les winners. Aujourd'hui, on est comme ça. Il y a 4 milliards d'années, à peu près au moment de la naissance du Soleil, il y avait équipartition. Pratiquement autant d'énergie dans la matière que dans l'énergie noire. Et demain, l'énergie noire dominera tellement l'univers que plus personne ne parlera de nous et l'univers sera dans une expansion accélérée, sauf si elle change d'état. Encore faut-il savoir de quoi elle est faite. Alors maintenant, en prenant une autre analogie, nous sommes dans un univers qui est comme cet arbre, avec 5% de feuilles, c'est la matière normale, et 0,5% en masse de fruits. C'est vraiment les proportions dans un arbre, qui sont les étoiles. Maintenant, si on le déshabille, on s'aperçoit qu'il y a 25% de la masse, ce qui est à peu près vrai, dans les branches, et 70% dans le tronc. Le tronc, c'est ce qui va provoquer, qui va permettre à l'arbre de grandir, c'est l'énergie noire. Et les branches, c'est ce qui va nourrir les feuilles et les galaxies, qui va permettre à la formation d'étoiles, c'est la matière noire. Donc voilà un peu comme ça une analogie. Alors maintenant, pourquoi y a-t-il si peu de fruits dans l'univers? Il faut pour ça revenir aux conditions initiales. Dans l'univers, 380 000 ans après le Big Bang, la matière oscillait sous l'effet d'ondes acoustiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais imaginons que nous soyons là, on regarde au loin, on voit l'univers tel qu'il était lorsqu'il était très dense et vibrant. Et ce qu'on voit ici, ce sont ces vibrations, ces ondes acoustiques, qui est une forme de, on pourrait appeler ça une forme de musique de l'univers, dans le sens où ce sont des harmoniques, et que l'univers portait des sons dans les 380 000 premières années, alors qu'aujourd'hui, l'espace est trop vide pour porter le son. Et nous sommes à l'intérieur d'une sphère qui nous entoure, et qui est à une température de 3000 degrés, donc assez proche de la sphère qui définit la limite du Soleil, qui est à 6000 degrés. En d'autres termes, vous regardez le Soleil de l'extérieur, et pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, vous étudiez les fluctuations du Soleil. Eh bien, pour comprendre ce qui se passe dans l'univers, là où on ne peut pas voir, on étudie les fluctuations de cette surface, mais cette fois on est à l'intérieur. Mais là, dans les deux cas de figure, vous étudiez une forme de vibration de musique du Soleil ou de l'univers. Et donc, selon que c'est du bois ou du métal ou tel type d'instrument, vous saurez de quoi il est constitué. Et avec cette analyse, je ne rentre pas dans les détails, on conforte l'idée que la matière noire ne peut pas être faite des particules de matière normale. La matière noire doit être anormale, elle doit être faite de particules différentes. Ça ne peut pas être des protons, des neutrons ou des électrons. Sinon, la musique aurait une autre sonorité.
Et donc, on se retrouve dans un univers avec véritablement une matière différente de ce qu'on est. Et dans cet univers-là, les petites fluctuations qui sont là vont croître sous l'effet de la gravité, donner naissance à des grandes structures et à des galaxies, et doit reproduire l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui, avec un défi, c'est que les petits écarts de température qu'on a vus dans cette carte de l'univers lointain sont à 0,001%, tandis qu'aujourd'hui, les écarts sont à 10 000%. Et en 13,8 milliards d'années, qui est l'âge de l'univers depuis le Big Bang, pas l'âge de l'univers, mais le temps qui s'est écoulé depuis le Big Bang, si vous laissez la gravité faire des galaxies avec les petits grumeaux qui sont là, et si vous ne prenez pas en compte la matière noire, aucune galaxie n'aurait jamais dû naître. Il faut que la matière noire soit présente pour accélérer la formation des galaxies. En d'autres termes, ça se passe de la manière suivante. Vous avez la matière noire qui courbe l'espace, et plus une galaxie est grosse, plus elle courbe, et plus elle est petite, moins elle le courbe. Et puis, vous avez donc, on va voir ça en une dimension, des puits de potentiel gravitationnel, petits, moyens et gros, et la matière coule là-dedans et remplit ça. Alors ça, c'est ce qu'on devrait observer. Sous l'effet de la matière noire, l'univers peut former des galaxies. Mais le problème auquel on est confronté, c'est que quand on fait les calculs, on s'aperçoit qu'avec la matière noire telle qu'on croit la comprendre, eh bien, il devrait y avoir beaucoup plus d'étoiles dans l'univers. L'univers est beaucoup plus inefficace à faire des étoiles que ce que l'on attendrait sous l'effet de la gravité telle qu'on la comprend et sous l'effet de la matière noire si elle fait de la gravité. Les puits devraient être remplis comme ça. En réalité, ils sont remplis comme ça. Donc, troisième mystère, premier mystère de la matière noire, deuxième mystère de l'énergie noire, troisième mystère de la matière normale noire, ou qu'on appelle des baryons noirs, c'est-à-dire que la proportion de matière normale qui fait des étoiles n'est que de ce 0,5%, et tout le reste de la matière normale reste invisible entre les galaxies, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc un autre acteur, un troisième acteur, s'oppose à la formation d'étoiles dans les galaxies. Et si on regarde ça, on s'aperçoit que les galaxies, comme la Voie lactée, ont une proportion de masse de matière normale qui est 6 fois plus faible que ce qu'on attendrait, mais les galaxies géantes et les galaxies petites, elles, ça peut aller jusqu'à 100 fois plus. Donc il y a quelque chose qui vient ajouter une part de mystère. Il ne suffit pas de trouver la matière noire et l'énergie noire pour résoudre le problème. Il faut en plus résoudre ce problème des galaxies et de ce qu'on appelle la matière noire, la matière normale noire. Et je reviens donc sur le centre de cette galaxie dont je vous ai parlé tout à l'heure, Messier 87, et si vous regardez à l'intérieur, vous voyez un jet qui part d'un trou noir supermassif, qu'on pense être un trou noir supermassif, donc un noyau actif de galaxie, et qui produit une éjection de la matière si puissante qu'elle va chauffer la matière intergalactique autour de la galaxie et l'empêcher de tomber dans les galaxies. On mesure la masse de l'objet central avec des observations du télescope Hubble, où on peut regarder le gaz qui tourne autour du trou noir, parce que lorsqu'il se rapproche de vous, il est décalé vers le rouge, vers le bleu. Lorsqu'il s'éloigne de vous, il est décalé vers le rouge. Donc le décalage vers le rouge, vous pouvez l'utiliser même dans le cœur des galaxies pour voir comment les choses tournent. Et à la vitesse à laquelle ça tourne, vous vous apercevez que la masse qu'il faut mettre au centre de cette galaxie pour maintenir le gaz en rotation sans qu'il s'en aille, eh bien, c'est à peu près 6 milliards de fois la masse du Soleil dans un trou noir qui serait au centre de cette galaxie. Et on sait aujourd'hui que toutes les galaxies possèdent à peu près un trou noir supermassif qui est à peu près 1/1000 de la masse de la galaxie elle-même. Et donc le trou noir pourrait être un acteur majeur. Alors voici le scénario qu'on a en tête aujourd'hui pour expliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'abord, vous avez un puits de potentiel fait par la matière noire, la matière tombe, et puis le niveau monte. Ça, c'est ce qui devrait se passer, mais comme je vous l'ai dit, on en voit moins. En réalité, des étoiles explosent, vont donner naissance à des trous noirs stellaires, c'est ce qu'on appelle des supernovae, et éjectent de la matière. Et pour les petites galaxies, ça suffit à la faire sortir de la galaxie. Pour les grosses, vous avez cette fois de la matière qui tombe, puis des supernovae vont exploser, mais la matière est tellement piégée, parce que la galaxie est très très massive, qu'elle finit par retomber. Et là, ça ne marche pas. Mais par contre, si vous faites intervenir le trou noir avec ces jets, alors vous pouvez en quelque sorte faire évaporer l'eau, c'est-à-dire la chauffer, cette matière intergalactique à des millions de degrés, ce qu'on observe, et l'empêcher de tomber, parce qu'il faut qu'elle se refroidisse pour qu'elle tombe.
En gros, vous avez de la vapeur de matière intergalactique. Alors ça serait ça la réponse. C'est un scénario séduisant, mais je vous rappelle que dans ce scénario, il faut quand même arriver à empêcher 10 à 100 fois plus de masse que la masse qu'il y a dans les galaxies de tomber dedans. Et donc c'est très inconfortable, d'autant plus qu'on n'observe pas assez bien, assez clairement ce mécanisme dans l'univers pour en être convaincu. Alors maintenant, on est donc confronté à 3 énigmes, et on va essayer de comprendre quelle est la nature de cette matière noire, de cette énergie noire, et du rôle des trous noirs, et on va essayer de voir si ces 3 questions dont je parlais pour la feuille peuvent nous aider. Est-ce qu'on s'est trompé de perspective? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'invisible? Ou est-ce que la loi de la gravité est fausse? Alors donc, il y a tout un panel de particules qu'on a considéré en physique des particules, et je vais commencer par la théorie la plus évidente à laquelle on a pensé depuis des dizaines d'années, parce qu'elle permettait de résoudre une question à laquelle on observe dans la nature beaucoup de symétrie, et quand on regarde les particules, elles sont divisées en 2 grandes familles, les bosons et les fermions. Un boson, c'est une particule telle que vous pouvez mettre plusieurs bosons ensemble, ils vont s'interpénétrer, vous pouvez passer si vous êtes un boson, vous passez à travers les murs. Si vous êtes un fermion, alors là, il va falloir plus d'efforts pour passer à travers les murs. Et donc nous sommes tous des fermions, et les particules de lumière, les particules qui véhiculent les interactions fondamentales, sont des bosons. L'idée de la théorie SUSY, supersymétrie, c'est qu'il devrait exister une symétrie entre ces 2 mondes, et que pour un photon, il existerait une particule symétrique qu'on appellerait le photino, et pour l'électron, une particule symétrique qu'on appellerait le sélectron. Alors là, on a des particules nouvelles qu'on n'a pas encore détectées. Alors là, la théorie est assez jolie parce qu'elle est symétrique, seulement si c'était vraiment symétrique, la masse du sélectron serait égale à la masse de l'électron, et si ça avait été le cas, on l'aurait déjà détecté. Donc il faut briser la symétrie et imaginer que le sélectron est beaucoup plus massif que ce que est l'électron. Donc c'est une supersymétrie brisée. C'est pas noir, mais bon, ça s'en approche quand même. Enfin, j'exagère, il y a peut-être des physiciens supersymétriciens ici, mais disons que il faut accepter l'idée que ces particules soient si massives qu'on n'a pas encore réussi à les détecter, et puis maintenant les comparer aux observations pour voir si elles existent. Alors, le candidat le plus évident de matière noire, ce seraient ces particules qui font partie de la famille de ce qu'on appelle les WIMP, qui sont Weakly Interactive Massive Particles, ce qui veut dire mauviette en français, et qui seraient des particules qui interagissent sous l'effet de la gravité, mais pas sous l'effet des lois électromagnétiques. Le Large Hadron Collider, qui fait collisionner des protons au CERN, a permis de découvrir le boson de Higgs, mais aucune trace d'une particule supersymétrique, en particulier celle qu'on appelle le neutralino, qui était le candidat le plus évident. Et puis, les détections de matière noire, qu'on appelle directes, où vous mettez de très grandes quantités de matière avec des atomes de matière normale à un zéro absolu, ou proche, et puis lorsqu'une particule de matière noire vient cogner ça, même si vous ne la voyez pas, elle va provoquer une agitation des particules de matière normale et augmenter un petit peu la température. Et en mesurant cette petite variation de température, vous espérez trouver les particules de matière noire. Alors jusqu'à présent, là aussi, toutes les expériences ont échoué, sauf une expérience d'une équipe d'Italiens qui s'appelle l'expérience DAMA, et où ils ont des résultats qui suggèrent la présence de quelque chose, mais comme ça n'a pas été identifié par d'autres, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails puisque ce n'est pas conforté par d'autres observations, aujourd'hui on ne pense pas que ce soit la matière noire. Donc pour l'instant, ça ne marche pas, et alors on se retrouve dans une autre situation, dans une situation de plus en plus délicate quand on considère l'énergie noire. Ça peut troubler l'idée qu'il existe de l'énergie du vide, pourtant, dans la physique des particules, c'est tout à fait naturel. Pour que 2 particules interagissent entre elles, il faut qu'il y ait quelque chose entre les 2. Lorsque Newton s'est posé la question de la gravité, il a été confronté à quelque chose de troublant. Une pomme qui se détache d'un arbre doit savoir qu'elle doit tomber vers le bas. Or, il n'y a rien entre la pomme et le sol. Donc quelque chose dit à la pomme qu'elle doit tomber vers le bas. Dans la vision de Newton, c'est quelque chose de troublant, cette idée qu'une interaction à distance, et il a écrit qu'il fallait que l'homme qui pense que l'interaction à distance existe entre la Terre et la pomme doit avoir perdu la raison. La force de Newton, c'était de faire une analogie entre la chute de la pomme et la Lune qui tourne autour de la Terre, mais c'est vraiment Einstein qui a résolu ce problème en disant que non, la pomme, là où elle est,
est dans un endroit où l'espace est déformé par la Terre, et donc ce n'est pas de la télépathie, c'est simplement que l'espace est modifié là où est la pomme. Pour les autres interactions fondamentales, les particules créent des champs d'interaction qui emplissent l'espace. Et ces particules ont une taille infiniment petite. Et quand on prend ces hypothèses de départ en considération, on aboutit à la conclusion que l'espace dans lequel se trouvent ces champs est doté d'une énergie infinie. Alors, on n'a pas de problème pour imaginer une énergie du vide, on a un problème cette fois pour imaginer pourquoi l'énergie du vide est si faible pour expliquer l'énergie noire et pourquoi elle n'est pas aussi grande que ce que prévoit cette théorie. Une façon de s'en sortir, c'est de dire que les particules ne sont pas infiniment petites, et il y a deux grandes théories qui essayent de faire ça. Les théories qui disent que les particules ont une extension, c'est la théorie des cordes, et les particules qui disent que l'espace a une extension, c'est la théorie de la gravité quantique à boucle. Dans la théorie des cordes, les particules sont étendues de façon linéaire, et donc on ne peut pas tendre vers zéro, elles ne sont pas des points. Et dans la théorie de la gravité quantique, l'espace est doté de grains de sable, il n'y a pas de taille infiniment petite de l'espace lui-même. Dans les deux cas de figure, les dimensions des cordes, comme les dimensions des grains d'espace dans la théorie de la gravité quantique à boucle, sont de l'ordre de 10 puissance moins 33 cm, bien plus petit que ce qu'on peut observer, et ça aboutit, cette extension-là qui est toute petite, à faire que l'énergie du vide ne serait pas infinie, mais 10 puissance 123 fois plus grande que l'énergie noire. Donc il vous reste un facteur 10 puissance 123 problématique. C'est beaucoup. Alors, l'autre problème de la théorie des cordes, cette théorie est née de l'idée que lorsque deux quarks dans un proton ou dans un hadron qui est fait de deux quarks sont séparés l'un de l'autre, eh bien, ils s'attirent de plus en plus fortement quand on les sépare. Il y a donc comme un élastique qui les tient, et le physicien Veneziano a dit, mathématiquement, il a écrit des équations qui ont été interprétées ensuite par des gens comme Susskind comme étant une corde élastique qui maintient les quarks et qui les fait tomber. Et puis après, la théorie a évolué et on s'est dit, mais finalement, on peut décrire les particules, les particules de la mécanique quantique comme les gluons comme des cordes. Et si on applique la théorie de la supersymétrie qui dit qu'on peut associer des fermions et des bosons, dont je parlais tout à l'heure, à ce moment-là, toutes les particules peuvent être des cordes. Mais donc, dans la théorie des cordes, pour que vous puissiez expliquer la matière normale avec la théorie des cordes, il faut que vous fassiez appel à des super partenaires dont je parlais tout à l'heure et qu'on n'a toujours pas détectés. Donc aujourd'hui, on parle d'une véritable crise de fond de la physique parce qu'on n'a pas de preuve de ces super particules qui seraient des partenaires nécessaires pour valider la théorie des cordes, et donc on est confronté à un mystère de plus en plus grand. Alors est-ce que c'est une illusion? Une possibilité d'illusion, ce serait que de la même manière que Mars tourne autour du Soleil et non autour de la Terre, nous avons cru pendant un moment que Mars avait un mouvement qui était particulièrement irrégulier, et ça venait du fait que de temps en temps la Terre double Mars sur son chemin, et on a l'impression que Mars revient en arrière et réaccélère. Simplement en changeant de perspective, en se plaçant, en prenant le centre du monde, le mouvement de Mars est redevenu normal. Est-ce que l'expansion de l'univers accélérée ne pourrait pas être un effet de perspective? Alors c'est ce qu'on appelle la Hubble Bubble. Si on habitait une bulle relativement vide dans l'univers, avec des galaxies mais un petit peu moins que tout autour, alors les galaxies tout autour auraient pour effet d'attirer les galaxies à l'intérieur. Et cet effet d'attirer nous donnerait l'impression d'une énergie noire, nous donnerait l'impression d'une expansion de l'univers qui s'accélère, tout simplement parce que nous serions dans une zone atypique de l'univers. C'est une hypothèse intéressante qui, aujourd'hui, semble difficilement compatible avec la cartographie de plus en plus profonde que l'on a réalisée des galaxies jusqu'à très très loin dans l'univers. Certains scientifiques essayent encore d'explorer cette voie-là, mais elle ne semble pas prometteuse. Une autre théorie, c'était la théorie de Jean-Pierre Luminet et Marc Lachêseraie, selon laquelle notre univers serait la répétition à l'infini d'une même cellule. Donc dans cet univers patchwork, on aurait l'illusion d'être dans un univers infini, alors que nous vivrions dans un univers fermé, fini, et dont nous verrions nos images à différentes distances, donc à différentes époques. Lorsque le satellite WMAP a publié sa carte du fond diffus cosmologique en 2003, ce modèle était compatible avec les données et pouvait même expliquer une faille aux très très grandes échelles de ces observations. Mais depuis 2013, avec le satellite Planck, où la précision avec laquelle on a observé l'univers lointain, le fond diffus cosmologique, avec une précision de 0,6%,
eh bien, on peut rejeter la possibilité que l'univers soit fermé. Il fallait juste le fermer avec 1,3%, donc très peu, mais la précision était de 2%, donc ça ne permettait pas de le rejeter avec WMAP. Aujourd'hui, avec 0,6%, on peut le rejeter, donc ce modèle-là aussi ne pourrait pas expliquer notre problème. Une autre théorie, peut-être vivons-nous dans un autre monde. C'est la théorie de la gravité modifiée qui a été inventée par Mordechai Milgrom en 1983. Et là, l'idée, c'est qu'à très grande distance, la gravité soit différente. Et comme on n'a pas testé la gravité à très grande distance, on pourrait imaginer que ce serait possible. Alors, il y a un amas qu'on appelle l'amas balle de fusil. C'est un amas de galaxies qui a la propriété suivante. Vous avez ici une grande concentration de galaxies, et ici aussi une grande concentration de galaxies. Et les lignes que vous voyez en vert, c'est là où se trouve la plus grande quantité de matière, de masse, qui fait de la gravité. Et comment on sait que ça fait de la gravité? On le sait grâce aux lentilles gravitationnelles qui permettent, avec leur courbure, de tracer là où est la masse. Et la masse est bien centrée ici et ici. Voyez? Et ces deux amas, en fait, c'est deux amas en mouvement. Ils ont chacun près de 1000 galaxies, mais celui-ci est passé à travers celui-là. Et comment on le sait? Avec l'image en dessous, où cette fois en rayons X, on cartographie le gaz intergalactique. Dans l'univers, il y a 4 fois plus de masse dans le gaz entre les galaxies que dans les galaxies, et donc la majorité de la matière normale se trouve dans cette carte en couleur qu'on voit grâce à sa température en rayons X, à son rayonnement en rayons X. Et ce qu'on peut voir, cette trace de balle, c'est la vitesse de l'amas qui vient de passer, et c'est exactement le même mouvement qu'une balle de fusil, c'est pour ça qu'on l'appelle l'amas balle de fusil, et on voit que la matière normale est principalement située là, tandis que la gravité la plus forte est là. Elles sont donc situées à des endroits différents. Or, si vous modifiez la loi de la gravité, comme la théorie monde, vous la modifiez pour la matière normale, c'est-à-dire que la gravité sera modifiée, mais toujours associée à la matière normale. Vous ne pouvez pas, en diminuant la gravité exercée par cette région-là, créer une concentration ici. Vous allez modifier l'effet de cette zone-là, mais vous n'allez pas créer deux concentrations. Donc pour certains, enfin pour beaucoup de scientifiques, cette observation-là, la balle de fusil aurait tué le mode, la théorie monde, mais si maintenant vous mettez un petit peu de matière noire de nature exotique, comme par exemple des particules, des neutrinos massifs, alors peut-être que vous pourriez réconcilier ce modèle avec la matière noire. Vous pourriez sauver ce modèle en mettant un peu de matière noire. Alors maintenant, je passe à la dernière partie de l'exposé sur ce que j'appellerais des théories un peu plus, disons, osées et qui me permettent de donner une troisième raison pour laquelle je parle de magiciens. C'est qu'il y a aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler des nouveaux magiciens parmi les scientifiques, c'est-à-dire des gens qui imaginent l'impossible. Alors l'impossible aujourd'hui, vous allez voir que ça va assez loin. La gravité n'a pas été testée aux petites échelles. En d'autres termes, rien ne prouve que la gravité existe. C'est-à-dire, rien ne prouve qu'une particule de matière est sensible à la gravité. La gravité pourrait être une propriété analogue à une température. La température d'un ensemble de particules est une propriété qui apparaît quand vous prenez un ensemble de particules. On dit qu'elle est émergente. Si vous prenez une particule, la propriété d'un ensemble de particules n'existe pas, puisqu'il n'y en a qu'une, et quand vous les mettez ensemble, apparaît une propriété émergente. Si vous prenez des molécules d'eau, prenez une molécule d'eau, vous ne pouvez pas déduire de cette molécule d'eau quelle sera la tension de surface d'un lac. Vous ne pourrez pas déduire comment se comporte l'eau, à quelle température elle va s'évaporer, durcir en glace, etc. Donc les propriétés de l'eau sont émergentes par rapport aux propriétés de la molécule d'eau. Eh bien, l'idée serait que la gravité serait une propriété émergente de la matière qui, à petite échelle, ne connaît pas la gravité. L'idée a été imaginée dans un premier temps en 1967 par Andreï Sakharov, et elle est revenue progressivement avec une succession de découvertes qu'on peut faire remonter à la question suivante. John Wheeler, qui avait inventé le nom des trous noirs, s'est posé dans son bureau cette question. Si vous pouvez trouver sur Internet le petit film où il le raconte, c'est très rigolo de le voir, le dire. Il dit, voilà, j'ai une tasse de thé chaud, et je prends une tasse de thé froid. Si je verse le thé froid dans le thé chaud, à ce moment-là, je vais modifier l'agitation des particules et je vais créer du désordre. En physique, on peut très facilement, on parle d'entropie, on va augmenter l'entropie, augmenter le désordre, et donc le fait de verser une tasse de thé froid dans du thé chaud, ça crée une augmentation de désordre. Et là, John Wheeler dit, et moi ça me gêne d'augmenter le désordre de l'univers.
Alors, il s'est dit, si j'avais un petit trou noir à côté, je pourrais verser le thé dedans et personne n'aurait vu que j'ai augmenté le désordre de l'univers. À ce moment-là, son étudiant en thèse, Jacob Bekenstein, entre de son bureau et John Wheeler lui dit, dis donc, j'ai un problème parce que finalement, je voulais résoudre cette question du désordre que j'ai augmenté, et puis je me retrouve dans une situation maintenant où les trous noirs semblent violer les lois de la physique, puisqu'ils permettent de manger comme ça tout ce que je veux et le faire disparaître, et donc je peux, alors que l'univers est censé avoir un désordre qui augmente, je peux faire ce que je veux, je peux enlever le désordre et le mettre dans les trous noirs. L'étudiant est parti, 2 mois après il est revenu, il a dit, monsieur, vous êtes trompé, quand vous mettez du thé dans un trou noir, la masse du trou noir augmente, le volume du trou noir augmente, son rayon augmente, sa surface augmente, et à la surface, du fait des propriétés quantiques de la matière, et là je ne rentre pas dans les détails, on peut définir la surface comme étant subdivisée en petites cellules, et le nombre de cellules encode l'ordre et le désordre de ce que vous avez mis dans le trou noir. C'est une théorie qui est en train de naître, qui n'est pas complètement démontrée, mais c'est la théorie qui est à l'origine de ce dont vous avez peut-être entendu parler, c'est les résultats de Stephen Hawking sur l'évaporation des trous noirs. C'est-à-dire qu'on fait naître des propriétés de l'ordre de la température, la pression, de propriétés qu'on appelle thermodynamiques, des trous noirs. Sur ce, Gerhard Hooft, prix Nobel de physique, s'est dit, mais à partir du moment où on peut écrire sur la surface de quelque chose les propriétés tridimensionnelles d'un objet, alors je me moque des trous noirs, je peux prendre n'importe quel objet tridimensionnel et écrire ses propriétés sur une surface, n'importe laquelle, que ce soit la surface de l'univers, l'horizon ou d'autres petits horizons qu'on peut définir mathématiquement. Et à ce moment-là, il en est arrivé à dire que l'idée qu'il y a 3 dimensions dans l'univers est une idée qui est peut-être illusoire et qu'en réalité nous vivons dans un hologramme, une projection de 2 dimensions qui se deviennent 3 dimensions simplement de façon illusoire. La conséquence de cet hologramme serait que la gravité pourrait être décrite comme une propriété thermodynamique émergente et permettrait d'expliquer aussi pourquoi on n'arrive pas à unir la mécanique quantique et la théorie de la relativité, tout simplement parce qu'on s'est trompé du nombre de dimensions de l'espace. Comme la gravité est une propriété de l'espace-temps, modifier notre compréhension de la gravité, ça revient à modifier notre compréhension de l'espace et du temps, et donc on a commencé à s'interroger sur la possibilité que l'espace, d'une manière générale, soit une illusion, et puis certains s'interrogent aussi sur la possibilité que du coup, le temps soit une illusion. Ce sont des réflexions qui émergent aujourd'hui pour la raison suivante, c'est que l'incapacité de nos moyens de détection de trouver la matière noire ou de comprendre la nature de l'énergie noire nous pousse à imaginer l'impossible. Et on en arrive à se demander si ce n'est pas notre regard sur l'univers qui nous conditionne. Et donc, ça m'amène à un dernier point, qui est la question suivante, qui a été posée par des découvertes sur le cerveau récentes, qui pour moi illustrent un peu la problématique dans laquelle nous nous situons aujourd'hui, et sur laquelle, par exemple, nous essayons d'avancer avec le satellite Euclide dont a parlé Yannick Meillet ce matin. À la fin des années 90, il a été constaté que quand vous faites un électroencéphalogramme du cerveau de quelqu'un, il y a une sorte de bruit de fond. Et pour étudier le cerveau, avec des électrodes, on mettait les animaux ou les individus sous barbiturique, et ça avait pour effet d'effacer ce bruit de fond. Et puis on étudiait comme ça la conscience, la pensée, ou comment l'homme voit, etc. Et plus récemment, on a commencé à étudier le cerveau in vivo sans barbiturique, sans l'endormir. Et on a commencé à étudier le bruit de fond du cerveau comme on étudie le bruit de fond de l'univers. Et en étudiant le bruit de fond du cerveau, on s'est rendu compte que 95% du bruit de fond qu'il y a dans votre cerveau, en fait, est à l'origine de votre conscience. 5% de ce que vous voyez est issu des sens, de manière analogue au fait que dans l'univers, 5% de l'univers est fait de matière normale. Et quand on étudie la vision, par exemple, 95% de ce qui fait que je vois cette table vient non pas de mes sens, mais de ce que ma connaissance projette. Par exemple, je vois des lignes horizontales et verticales, je vois une couleur, j'en déduis que c'est du bois, mais j'en déduis que ce bois est solide, ça me rappelle que j'avais une table comme ça chez moi à telle époque, et je peux imaginer tout un tas de choses. 95% est une projection. Je serais face à un extraterrestre en forme de table, qui bougerait un petit peu, etc., je verrais une table.
Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pas de se dire que 95% de l'univers est fait de matière noire et d'énergie noire à cause de cette propriété du cerveau, mais que cette réflexion sur le bruit de fond du cerveau et cette analogie est troublante parce qu'elle nous amène à nous interroger sur le fait que quand on dit qu'il y a de la matière noire, quand on dit qu'il y a de l'énergie noire, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, mais c'est quelque chose qu'on projette avec certaines théories, et qu'il est donc possible qu'il faille complètement changer de perspective sur l'univers et sur nos théories pour avancer. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est à la veille d'une révolution scientifique qui permettra de réconcilier nos observations avec notre compréhension de l'univers. Et c'est une époque véritablement excitante parce que nous tous, là, on ne sait pas si c'est ce soir en lisant la presse, ou demain, ou après-demain, ou dans un an, mais peut-être allons-nous avoir une information qui va nous révéler quelque chose de fondamental sur la connaissance. Et en ce sens, on va retrouver le plaisir d'un enfant lorsqu'il est face à un tour de magie et qui tout d'un coup a un regard qui s'éclaire parce qu'il envisage tout un ensemble de possibles. Là, aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Voilà, merci.